cas bien distinct. Parfait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sound Talks, le podcast produit par la Sound Academy. Je me présente, Jérémy Attia, CEO et cofondateur du groupe Studio Map, Sound Academy, Vibe Studio, Mich Mich. Et Yassine Hatim, CEO et cofondateur du groupe Studio Map Sound Academy. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Cobain. Comment tu vas ? Ça va super bien, Rudy merci pour les l'invitation. intimes. Exactement, c'est ça. Donc voilà, DJ, producteur de la scène parisienne. On te voit tourner de plus en plus, un peu partout. On te voit sur de plus en plus de collabs. Donc c'est un plaisir pour nous de t'inviter aujourd'hui. Merci à toi pour ta présence. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Ouais, bien sûr. Du coup, Cobain, producteur depuis de musique électronique, donc dans le sens large du terme, parce que je suis passé par plein de styles. J'ai commencé en 2001 jusqu'à aujourd'hui en ayant des phases où j'ai un petit peu arrêté, mais le premier track que j'ai sorti, c'était en 2001 chez EMI à l'époque. C'est vraiment de la house, vraiment de la French touch. Okay. Et puis après, je suis passé par plein de styles différents. Je suis même passé par du rock, par voilà, plein de choses. Et voilà, pour retomber aujourd'hui un petit peu sur mes pattes depuis 3 ans où j'ai vraiment repris une identité beaucoup plus house et où j'ai monté mon label très récemment. Donc voilà, DJ avec des résidences dans certains clubs, producteur et aujourd'hui patron de label. Ok, super, un très beau parcours du coup. Et papa récemment, non ? Et papa. Félicitations à toi. Merci. Du coup, ok, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Tu as commencé quand la musique ? Ouais, bien sûr. Du coup, j'ai commencé la musique. J'ai acheté mon premier ordinateur en 95, un truc comme ça. J'avais donc 15 ans, parce qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans aujourd'hui. Tu les fais pas, hein ? Ouais, c'est rare. Alors, la nuit, ça m'entraîne hyper bien. Voilà. Là, tu fais plus jeune. Non, mais blague à part, je pense que le fait de traîner dans la nuit, en tout cas d'évoluer dans la nuit et d'être toujours avec une génération qui reste jeune, parce que au final, les personnes qui vont en club sont toujours plutôt jeunes. Enfin, ils ont toujours entre, on va dire, 18 jusqu'à 30 ans. Je pense qu'il y a un truc de mimétisme qui se crée. Bon, voilà, c'est une théorie. Mais en tout cas, pour revenir sur mes débuts, donc j'ai commencé en 95. En gros, mon cousin m'a filé des premières disquettes et m'a installé un programme de musique électronique, du MAO qui s'appelait Impulse Tracker. C'est un truc vraiment, allez sur Internet parce que vous allez bien rigoler en voyant l'interface. Et puis, grâce à ce logiciel-là, j'ai sorti mon premier track. Donc, on commençait déjà le sampling, donc sampler du disco, du funk, tout ça. Et voilà, j'étais tombé sur une loop d'un track disco que je trouvais incroyable. Et on a fait un titre qui s'appelle Shady Lady. Et on a présenté ça à plusieurs labels, dont EMI, qui du coup nous a signé. On a sorti un clip et puis on a signé après sur d'autres labels. Et voilà, ça c'était le début de l'aventure. Et par la suite, je vais continuer un petit peu à sortir des tracks un petit peu à droite à gauche. Alors, c'était que du vinyle à l'époque et du CD aussi. Et après, par la suite, je me suis un petit peu écarté de la house parce que mes premiers amours, c'était le rock. Donc, du coup, j'ai rencontré un mec qui faisait de la house, David Marcos, qui m'a fait un remix de ce morceau-là. On a décidé de monter un groupe de rock ensemble, mais complètement par hasard. De là, donc pour tout, j'ai un petit peu arrêté la musique électronique. Ensuite, de ce groupe-là, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Michael Levy, aka Geza Felstein. Du coup, on s'est rencontrés sur MySpace à l'époque, pour ceux qui se souviennent de MySpace. Putain, voilà. MySpace, on n'a pas connu ça, nous. Hein. Non, MySpace. On faisait des vraies rencontres sur MySpace. Voilà, et on est devenus potes. Enfin, du coup, on a accroché humainement, c'est devenu un pote. Et il voyait que... Alors lui, il avait vraiment c'était un amoureux de Depeche Mode, de Joy Division, de toute cette scène-là. Évidemment aussi de techno. Mais il voyait que moi, j'avais mon groupe de rock et on s'est dit, pourquoi pas monter un groupe de New Wave
qui, à notre sens, alliait la musique électronique Et le rock. et le rock. Pour le coup, c'était vraiment le truc parfait. Ok. Au top. Et on a monté ce groupe-là qui s'appelait Flying Turns, avec un autre membre, alors toujours David Marcos, avec qui j'avais mon groupe de rock, et un autre membre qui continue à faire de la musique aujourd'hui et qui marche vraiment hyper bien. C'était notre chanteur qui s'appelle Yann Wagner, qui a aujourd'hui un projet qui s'appelle The Populist aussi. Et donc voilà, on était tous les 4. On a monté Flying Turns. Ça a bien marché. Enfin, disons qu'on a commencé à avoir des articles dans des journaux, dans Technicart. On était invités pour des défilés de mode, des choses comme ça. On n'est pas passé jusqu'à l'étape de l'album. Et à ce moment-là, c'est vraiment le moment où Geza a explosé avec son premier titre Viol, où il a monté aussi son label Zone. Et du coup, c'était compliqué pour lui de continuer le groupe, ce qui était complètement compréhensible. Et donc, on a décidé d'arrêter le groupe parce que lui, il devait mener sa carrière. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais réexplorer la musique électronique. Je me suis remis dans mes recherches de son et tout ça. Et j'ai sorti un premier disque sur le label d'un pote euh, euh, qui s'appelle Playtime. Pardon, excuse-moi, si tu m'écoutes. Et donc, du coup, voilà, sur le label de Playtime, j'ai sorti mon premier track. Et de là, j'ai été contacté par d'autres producteurs. Vraiment, j'ai sorti le truc, je sais pas, c'est un track qui a dû faire 15-20 000 streams, un truc comme ça. Mais j'ai été contacté par des producteurs qui m'ont dit « Ah, c'est cool, on aimerait bien bosser avec toi. » Et puis, je me suis rendu compte que là, en fait, il y avait vraiment la musique électronique dont j'étais un petit peu sorti. Je me suis dit « Tiens, il y a une envie Il y a encore jeunes une scène qui est en producteurs. train de se développer, Ouais, quoi. voilà, exactement. Et puis, de jeunes producteurs, Ça, d'avoir c'était à envie quelle de... époque, du coup? Ça, Vous avez tout coupé. c'était il y a 5 ans, je crois, Ok. un truc comme ça. Vers 2020. 6 ans, ouais. Ok, donc tu t'es remis assez récemment, en vrai. Ouais, à la- finalement, ouais. Ouais, alors j'ai jamais quitté le DJing. J'ai toujours mixé à côté. Mais la production électronique, où je me suis dit, OK, là, je vais essayer de ressortir des trucs. J'ai toujours des maquettes dans mon ordinateur que j'ai jamais vraiment sorties parce que j'avais été vraiment satisfait. Et puis, comme là, je quittais un projet où j'ai vachement appris avec Geza, pour le coup, sur sa manière de production, ça m'a donné envie. C'est ça aussi, je pense, qui m'a donné envie de remettre le pied à l'étrier. Et je me suis dit, OK, là, je vais essayer de passer le step et réellement de ressortir des tracks. Et voilà, donc du coup, ce track-là, et ensuite des collabs qui sont arrivés par ces artistes-là qui m'ont contacté et qui m'ont dit, bon, bah, on a écouté ton son, on aime bien. Et je me suis dit, tiens, ok, il y avait des styles musicaux dont je n'étais pas hyper familier, dont l'Afro House. Ok. Mais j'ai rencontré un mec qui s'appelle Baruch, avec qui j'ai sorti un son juste après celui dont je parlais juste avant, qui est un son afro. Vraiment, c'est un son purement afro, avec une vocale afro. Enfin, un mec qui chante en anglais, mais qui collait vraiment sur l'afro. On a sorti ça sur le label sur Mo Black. Et voilà, et donc avec un chanteur israélien qui s'appelle Sandos. Et donc voilà, on a fait ce projet-là. Le morceau s'appelle Zimbabwe. Il a hyper bien marché quand il est sorti. Il a été joué un peu partout à Ibiza par Kind Music, Black Coffee. Enfin voilà, en fait, je recevais des stories pendant tout l'été où il est sorti, avec Capriati, avec voilà, plein de gros DJ qui le jouaient. Moi, j'étais un peu sur le cul de ce truc-là. Vu que je remettais le pied à l'étrier, je me suis dit, waouh, il y a un truc. Donc, du coup, on a enchaîné avec un deuxième morceau, toujours avec Baruch, et qui a très bien marché aussi avec une chanteuse qui s'appelle Lizoui, qui s'appelle In Your Heart, sur un autre label qui s'appelle Wired. Et puis, et après ça, j'ai eu envie d'explorer encore d'autres choses dans la musique électronique, parce que je suis hyper curieux de nature. Et c'est vrai que j'aime l'art en général. Donc, du coup, que ce soit faire du rock, faire de l'afro, du moment qu'il y a cette impulsion de création, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, tu te mets pas de barrière, quoi. Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Mais, par contre, le penchant de ça, je sais aussi appris à mes dépens, mais bon, ça, c'est quelque chose qui a toujours existé,
c'est que on aime cataloguer les artistes. Oui, c'est vrai. Voilà. Un artiste qui fait 10 styles musicaux, même si c'est un tueur, on va avoir du mal à le suivre, on va Il y a avoir peut-être du une mal exception pour Fred Again, je trouve, qui sort de ça, tu vois. Ouais, après, il a quand même sa patte, je trouve. Je pense que même si demain il faisait de l'afro, on retrouverait la patte Fred Again. Ouais. Il a une vraie patte. Mais... Ouais. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui est aujourd'hui pour un artiste, c'est ce qui est le plus important à développer. Pour moi, c'est sa patte, c'est sa créativité, ce qui fait son originalité, ce qui fait qu'il est lui et pas un autre. Évidemment, on commence tous par copier des artistes qu'on aime. Mais c'est vrai, hier, j'en discutais, j'étais à un dîner avec des potes et j'en discutais, alors pas du tout dans le même style musical, mais on parlait de Radiohead, pour le coup dans le rock. Et je disais que ce qui faisait la particularité Enfin, Radiohead, au début, il faisait du rock, limite un peu grunge, mais toujours avec ses mélodies de Radiohead. Et après, ils ont évolué autrement, musicalement. Ils ont arrêté de faire du grunge, mais ils ont toujours gardé leur particularité. Et c'est là, je trouve où on décèle vraiment des vrais artistes qui ont une identité propre, en tout cas. Et ce qui est pas évident. C'est pas évident. Effectivement. D'avoir vraiment un son reconnaissable. Je pense que Geza Felstein aussi, c'est un super exemple. Ouais. Il a son son. Je pense qu'on passe un track pendant les 10 premières secondes. On va reconnaître l'artiste directement. Il a un peu une signature, effectivement. Ouais. Bah, du coup, c'est un sacré parcours qui... Ouais. Du coup, tu as su évoluer sur plein de styles différents. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit au début. Tu as dit que tu as signé en label assez rapidement. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu as vécu ce truc-là de signer en label rapidement? Et surtout qu'à l'époque, c'était quand même pas la même chose qu'aujourd'hui. Alors, je l'ai pas signé si rapidement que ça. En gros, donc on avait donc on repart en 2001. Où donc il n'y a pas internet, où si on veut contacter un label, on prend son téléphone, on cherche les numéros de téléphone, je sais pas où, et puis il y avait internet, mais voilà, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux en tout cas pour pouvoir contacter LinkedIn et tout ça. Donc bref, on a commencé donc à faire ce morceau là. En fait, ce qui est marrant, c'est que à la base, ce track là chez D-Lady, on s'est fait jeter de partout. On s'est fait têche de toutes les maisons de disques. Et on visait directement les majors parce qu'on sentait qu'il y avait un potentiel. Si jamais vous réécoutez le track aujourd'hui, voilà, c'est un truc un petit peu groovy avec une voix. On avait rencontré les mecs de Mojo, Lady Mojo. On était très potes avec le petit frère d'un des mecs des Daft Punk, donc on traînait aussi dans ce cercle-là, avec les mecs de Kitsune aussi. On était un petit peu, voilà, toute une bande. Et donc, quand on a fait ce morceau-là, on s'est dit, vu qu'on avait ces figures-là, des Daft, de Mojo, de tous ces mecs-là qui ont signé en major, on s'est dit, nous aussi, on veut signer en major. Oui. Donc, on a contacté toutes les majors, sauf qu'on s'est fait tréquard de partout. Et on avait un pote qui s'appelle Ramsey, qui avait monté son label, Bosley Records, un petit label hyper indépendant. Il est sorti un track, je crois, en vinyle. Et il nous a dit, moi, votre morceau, j'y crois. Donc, on a dit, on ne signe pas en major, mais du coup, on va signer chez toi. On a signé chez lui. Lui s'est donné corps et âme pour le morceau parce que c'était son bébé, c'était son label. Lui, il avait tout à y perdre parce qu'il avait investi de l'oseille. Et là, il nous a fait rentrer en rotation sur FG. Genre, on passait... à l'époque, FG, c'était le Graal. Tu passais sur FG, en tout cas dans la musique électronique. Surtout, on était en rotation 6-8 fois par jour. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et là, le truc qui est marrant, c'est que les majors reviennent et nous disent « Ah, mais ce morceau, mais il est chambé, en fait, on veut trop vous le signer. » Et c'est là que... Voilà, donc ils sont revenus et ils nous ont dit « Écoutez, le morceau, il défonce. On va signer. » Donc, on l'a signé en licence. On l'a pas vraiment signé en artiste, mais on l'a signé en licence chez eux. Ce qui nous a permis de faire un clip, ce qui nous a permis de faire des tournées, ce qui nous a permis de sortir aussi des CD. Voilà, que le morceau il soit aussi en rotation sur d'autres radios, que le clip se passe à l'époque sur MTV ou M6 ou MCM et tout ça. Et RIP MTV, j'en apprends la mort de MTV. Ah ouais? Mais ouais, c'est fini. J'ai vu ça. Pourquoi? J'ai vu ça sur Internet. C'est fini. C'est fini. Plus d'argent. Je connais pas les raisons pourquoi du comment, mais ok. Voilà, donc en fait on n'a pas signé si rapidement que ça, ouais, mais c'était un en petit tout parcours cas du combattant.
Le truc, c'est que. Mais de toute façon, encore aujourd'hui, tu veux signer, faut taper à toutes les portes, elles se ferment, tu passes par la fenêtre, tu prends ton truc, enfin voilà, Ouais. faut y aller et puis pas se décourager. Mais je pense que ça change pas. Il n'y a pas une grosse différence entre ce qui se passait avant et aujourd'hui. En termes de motivation, il faut que ça soit la même et il faut juste y aller. Oui. Et aujourd'hui, il y a encore plus de moyens de se faire connaître. Donc, Alors justement, du coup, je vais rebondir là-dessus. Aujourd'hui, tu conseilles, ou toi, tu utilises quoi pour tes releases, celles de tes artistes sur ton label? Un jeune producteur qui veut se lancer, comment est-ce qu'il peut faire tenter d'obtenir une signature en label, promouvoir sa track en 2025? C'est quoi pour toi les alors, tutos ou les meilleures étapes à suivre? bah déjà, il y a plein de plateformes qu'on peut utiliser. Enfin, déjà, rien que d'envoyer ces tracks aux artistes sur Instagram, tu sais pas si ça va passer, mais fais-le. En fait, ce que je veux dire, c'est que faut passer partout. Il y a plein de sites où tu peux avoir les mails, Instagram, tu as le nom de l'artiste directement, tu y vas. Tu as des plateformes aussi. Merde, j'ai oublié le nom. Euh, Bon, enfin bref, tu as des artistes, t'as des plateformes où tu peux envoyer tes tracks directement au label. Tu penses à Et le quoi, truc, par c'est qu'aujourd'hui, il y a de exemple? plus en plus de Trackstack, labels. Submit-Up, Groover, Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Bah après, sur Submit-Up, je crois que c'est plus pour les plus playlists. playlist. Mais. Et puis après, enfin. Alors, ce qui a changé aussi aujourd'hui, c'est Spotify, les plateformes de streaming qui font que. Bah, est-ce que tu as vraiment besoin d'un label aujourd'hui? Et donc c'est là, la grosse la question question du se moment. pose. Et toi, t'en penses quoi? Toi, t'en penses quoi? Alors moi, je trouve que si jamais t'es un mec qui est déter sur les réseaux, qui sait vraiment t'en servir, Et qui promouvoir a ta su se créer une musique, communauté, qui a su... team indé, Enfin, quoi. Tu peux tout gérer en en fait, indé. tu peux tout gérer. Tu peux envoyer tes... En fait, à quoi vont servir aujourd'hui les labels? Alors, soit tu vas aimer la DA du label, Mm. et donc tu vas vouloir appartenir à une certaine famille et qu'on te... Alors, par exemple, nous, sur Gigante Records, on est vraiment très axé house, indie. Voilà, on va pas faire d'afro, on va pas faire de mélodique techno. On va essayer de rester dans un style qu'on aime jouer en club et voilà, qui nous ressemble au maximum. Donc, tu as des gars qui vont vouloir venir signer chez nous parce qu'ils veulent appartenir à cette famille, parce que les tracks qu'ils ont entendus leur parlent, et puis voilà, veulent faire partie de cet univers. Comme un mec qui veut signer chez Headbanger aujourd'hui, ou enfin voilà, ou chez Kitsune, ou chez n'importe quoi. Il veut faire partie d'une famille, donc ça peut être un objectif. Et après, ou sinon, tu peux aussi vouloir signer pour avoir l'aura du label. Si tu signes dans un autre style musical, sur Afterlife, sur, je sais pas, Dynamic, Abracadabra, c'est parce que tu vas avoir la tête d'affiche qui est le patron du label, Solo Moon, Blondie, tout ça, qui vont faire que beaucoup de gens vont s'intéresser à ce label, et tu sais qu'il va y avoir une certaine visibilité. Même si eux, tu sais pas comment ils vont bosser en interne sur ton morceau, mais tu es content d'avoir signé sur un nom de gros label. Donc ça dépend un petit peu de la stratégie. Aujourd'hui, tu peux sortir ton morceau quoi qu'il. De toute façon, tu as un morceau, tu peux le sortir, que ça soit sur SoundCloud, Spotify, Bandcamp, n'importe quoi. Tu peux avoir de la visibilité, tu peux faire des streams. Il y a des morceaux qui sortent juste sur SoundCloud qui font des millions et que tu vas jamais trouver sur Spotify. Et tu as des mecs qui vont se faire connaître par cette voie-là. Donc voilà. Mais le truc, c'est que si jamais tu choisis cette voie-là, il faut accepter de ne pas être que musicien. Il faut accepter de faire du d'être marketing, aussi, voilà, de faire du marketing, et voilà. d'être créatif. Oui, d'être- Donc, forcément. soit tu as un d'être CM, tu as multilingue. les moyens, tu as quelqu'un qui va s'en occuper. Soit t'es noyé dans la masse. Ouais, ou alors t'adores ça, enfin t'adores te Oui. prendre en photo tous les jours, faire ton... Et puis tu joues le jeu du truc, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, le truc, c'est que je viens un peu de l'ancienne école. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre. J'ai mis du temps à accepter... Qu'être artiste aujourd'hui, c'est pas juste faire de la musique. Ouais, exactement. l'image Alors que a vraiment, je suis autant d'importance. un artiste qui kiffe juste créer sa musique,
et qui va aussi créer, qui fait jouer en club, partager avec la foule. Mais je suis pas le mec. Enfin, Alors justement, là, tu as parlé de club, donc le début de cet entretien a été très tourné autour de ta carrière de producteur. ouais. Moi, j'aimerais aussi souligner que tu es quand même DJ à part entière. Aujourd'hui, tu te définis comme plutôt DJ, plutôt producteur. Je suis plus DJ aujourd'hui. T'es plus DJ. Et c'est un petit peu le métier qui m'a suivi le plus longtemps, que j'ai suivi le plus longtemps. Où j'ai commencé en 2001 au Gibus, au Bain-Douche, où j'ai mixé un petit peu dans plein de clubs, plein de clubs à Paris, où j'ai mixé au Queen, où j'ai mixé dans plein de clubs, jusqu'à même ensuite, quand il y a eu cette vague rock, mixer dans des clubs rock aussi, partir aussi à New York pour jouer dans ce style de club, à Chicago, enfin un petit peu partout. Et aujourd'hui, j'ai encore donc, des résidences dans certains clubs. Et puis, dès que j'ai des sorties, du coup, là, je suis amené à voyager et à jouer dans des clubs où je vais pouvoir faire la promotion, par exemple, du dernier track que j'ai sorti. Ce qui est moins le cas quand on a une résidence, par exemple. Oui, Mais donc, ce qui est aussi un peu plus excitant, quelque part, pouvoir vraiment délivrer tout ce qu'on aime, quoi. c'est sûr. Et du coup, en parlant justement d'excitation, tout à l'heure, tu disais que du coup, tu as ressenti quand même quelque chose quand tes sons ont commencé à passer à Ibiza et tout ça. J'aimerais que tu développes un peu justement comment est-ce que tu réagis quand tu vois que ton morceau passe pour la première fois à Ibiza, qu'il est joué par plein de DJ connus, que tu reçois des stories à droite à gauche, que tu reçois des messages de plein de gens que tu connais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En fait, est-ce que tu vois ça comme une consécration? Est-ce que tu vois ça comme l'aboutissement d'un travail? Est-ce que tu savais à l'avance que ce morceau-là allait autant prendre Ouais, ou pas? non, pas trop. Donc, en fait, pour être honnête, je connaissais pas hyper bien l'afro quand j'ai sorti Ok. ce son-là. Et j'ai signé sur le plus gros label d'afro, Moblack, qui était vraiment le plus fat. Et donc, du coup, qu'il y avait une grosse exposition. Enfin, voilà, tous les mecs qui jouaient de l'afro, t'allais écouter ce que sortait Moblack. Et donc, voilà. Ça, moi, je n'étais pas spécialement au courant de ça. Et donc, ce morceau-là, on l'a sorti avec donc Baruch et Sandos. Et quand je recevais des stories, je voyais... En fait, je pense que je me rendais pas vraiment compte de la portée que ça avait. J'étais content, mais en tout cas, c'était pas du tout un aboutissement. Enfin, pour moi, c'était juste une étape en plus. Enfin, voilà, Ouais. c'était Un une truc de brique fait, en on plus. passe à la Mais, suite. C'était une case que tu avais ouais, cochée c'est une case supplémentaire. ouais, genre, j'étais content, mais évidemment, on est hyper touché que des gens aiment sa musique, de la voir jouer partout. Mais alors, il faut savoir aussi que le moment où on sort un track, le moment où il sort, le moment où il est joué, il y a quand même 6 mois qui se passent. Donc, par rapport à ce morceau-là, moi, j'étais déjà après. Ouais. Donc, mais évidemment, ça me faisait super plaisir de l'entendre. Et puis, je me suis dit que voilà, c'était un bon moyen de relancer la machine, en tout cas. Ok. Voilà. Ok, Et ok. du coup, voilà, j'ai été contacté par plein de producteurs, par plein de DJ qui m'ont félicité, qui ont voulu faire des collabs, qui ont voulu faire des choses. Voilà. La machine, elle s'était un peu enclenchée réellement grâce à ça. Ok. Voilà. Et toi, aujourd'hui, en tant que DJ, c'est quoi ton style de mix? Déjà, peut-être précise quel style de musique tu joues en club. Est-ce Ouais, qu'elle est bien sûr. différente de la musique que tu produis? Est-ce que tu as des affinités en ce moment, même dans l'évolution et la préparation de tes sets? Est-ce que tu as une évolution similaire à ton évolution de producteur? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, mes mix, ça va vraiment être l'histoire de ma connaissance de la musique électronique. C'est-à-dire que je vais aussi bien vouloir jouer un track des années 90 qu'un track hyper actuel, faire découvrir des nouveaux sons que de jouer des nouveaux sons, faire découvrir des anciens sons que de jouer des sons actuels. Mon style, c'est clairement de la house dans le sens large du terme. Donc, on peut passer de la deep house à la house un peu plus funky, à des choses même qui flirtent avec l'indie aussi. Donc, c'est un petit peu dans ce spectre-là.
J'aime quand c'est chaud, quand ça groove, quand il y a un petit peu de vocal, mais aussi parfois quand il y a de la tension. Et je trouve que jouer aujourd'hui, en tout cas si on a le temps, ça dépend combien de temps on joue, parce que je vois pas, je bosse pas de la même manière sur un set d'une heure et demie ou de 2 heures que sur un all night où je vais jouer pendant 5 heures. Du coup, pour un all night, je vais rien préparer. Je vais laisser le feeling s'installer et puis on va voir comment se passe la soirée. Et, voilà. J'ai en tête un peu. Bon, j'ai mes pépites que je vais ressortir à un moment donné, mais voilà. Mais par contre, sur un set d'une heure et demie ou 2 heures, là, je vais vouloir. Je pense que là, je vais préparer mon set. Je vais même diguer un petit peu plus. Voilà. Et pour pouvoir aussi kiffer avec les gens. C'est-à-dire que comme je vais avoir mon set un peu préparé, je vais pouvoir aussi vibrer avec les gens sans me prendre la tête sur ah, tiens, qu'est-ce que je vais passer après ça? Est-ce que c'est ce morceau-là ou ce morceau-là? Donc voilà, j'ai vraiment une approche différente sur la manière dont je vais jouer. Après, c'est pas tout le temps la même chose, hein, mais il y a j'ai joué à Berlin il n'y a pas très longtemps. Je voulais que le set il soit parfait. Enfin, pour moi, c'était aller jouer à Berlin. J'ai fait Sisyphos et Caterblau. Et là, pour le coup, c'était là une consécration en tant que DJ, pas producteur, mais DJ. Et là, vraiment, j'ai préparé mon set. J'étais hyper content. Enfin, voilà, j'avais pas fini mes 30. Enfin, donc, j'ai pas enregistré mon set, mais je savais quel morceau j'allais passer. Et voilà, ça, c'était important pour moi de bosser comme ça pour 1 heure et demie de set. Pour cet événement-là. Ouais, Mais voilà, du exactement. coup, quand tu prépares ton set de manière aussi détaillée, Ouais. est-ce qu'il t'arrive quand même de devoir être obligé de faire des changements Ah ouais, bien sûr. Ok. Ah ouais, complètement. C'est-à-dire que, enfin, en j'ai ma fonction du trame, public, en fonction, mais, en fonction du moment, en fait. ouais, c'est surtout la fin du set qui va changer, Ok. pour le coup, parce que, ben, nous, on a une idée de... Alors, on va amener le set avec, on va dire, les 5-6 premiers morceaux, où bon, ça va être facile, parce que bon, ben, les gens commencent à les mettre dans un mood qu'on veut, mais le mood de la soirée, il peut complètement changer. On ne sait pas qui on a en face de nous, et c'est aussi le travail de DJ de s'adapter aussi à son crowd, parce que c'est un vrai taf de partage. Il y en a qui vont vouloir être intransigeants dessus, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir délivrer tel quel, coûte que coûte, et on ne changera rien. Je respecte. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ça, parce que un de mes plus grands plaisirs de mix, c'est de voir les gens s'éclater sur le dance floor. Oui, c'est ta connexion avec eux, en fait. Exactement. Et pour le coup, si j'ai livré un mix que j'ai pensé de A à Z, et je vois que ça n'a pas pris, mais bon, j'ai fait ce que je m'étais fixé, je vais sortir du set dégoûté. Donc du coup, voilà. Ouais. C'est pas le but, en tout cas. C'est une expérience, c'est un échange. Le set, c'est vraiment... Tu devrais sortir à chaque fois d'un set avec des cœurs dans les yeux, quoi. Oui. Et là-dessus, je te rejoins totalement. Nous, par exemple, à Mich Mich, tu vois, on a repris un peu ce qui se fait beaucoup à New York et même un peu partout dans le monde, le concept des open desk où n'importe qui vient de 19h jusqu'à 22h et après on met le DJ. Et donc, du coup, parfois, tu as des DJ de tous styles musicaux qui viennent, puisque les mecs, ils viennent juste poser leurs clés, s'entraîner. Et t'en as, ils comprennent la vibe du lieu, la vibe des gens. Et t'en as, parfois, ils comprennent vraiment pas du tout, tu vois. Ah, et ouais. le premier truc que notre progrès leur dit, c'est les gars, restez pas trop les yeux rivés sur votre platine et sur votre clé. Regardez ce qui se passe autour de vous. Et l'essence d'un DJ, ça reste de s'adapter à son lieu, à sa crowd et le faire tout en finesse en imposant son style, mais tu peux emmener le public avec toi vers une direction, mais si tu imposes ta direction et que le public te suit pas, c'est que t'as pas réussi ta mission, tu vois. Ouais. Ouais, clairement. Mais après, tu as des DJ qui vont... tu as des gens qui vont venir pour ce DJ-là. Ouais. Parce qu'ils veulent entendre ce que ce mec-là, il prod et Donc... tu vas être déçu si jamais il switch de mood parce qu'il trouve que ça danse pas assez. Il peut aussi y avoir ça. Encore une fois, c'est un truc de feeling. Ouais. C'est vraiment, je pense que c'est le pur métier de feeling DJ. Et ça qui est charmé, c'est que même avec des années d'expérience, t'as encore la boule au ventre à aller jouer
parce que tu sais pas qui est en face de toi, tu connais pas le club, tu sais pas comment va se passer la soirée, tu as des nouveaux tracks, tu sais pas comment ils vont passer, tu refais pas tout le temps le même set, quoi. Donc au final, c'est une remise en question permanente, ce métier. Et Ouais. c'est ça qui est hyper excitant. On fait qu'on se lasse. Tu peux pas te lasser d'être DJ. Oui, parce que chaque set est une aventure à part entière. Ouais, enfin, je veux dire, à moins de jouer, d'être résident à la fête du village tous les samedis soirs, voilà. Mais, et de devoir jouer la même chose. Mais si tu as la possibilité de t'exprimer et de jouer un peu partout, c'est incroyable. C'est quoi aujourd'hui ou récemment, parmi les scènes que tu as faites, les derniers clubs ou le club où tu t'es vraiment éclaté, quoi? Tu as ressenti une énergie comme ça faisait longtemps que tu Ouais, n'avais pas ressenti. obligé le Sisyphos à Berlin, À Berlin? Ah ouais? c'était fou. C'était Enfin, quand, franchement, je ça? jouais des tracks obscurs. Je me suis dit, enfin, vraiment des trucs que j'avais digués ou des vieux morceaux qui étaient sortis en 2002, mais qui défoncent. Et à la fin du set, les mecs me disent, ah, t'as joué ce morceau de ce gars-là qui est sorti. Enfin, les mecs, ils ont une connaissance de la musique incroyable là-bas. Et tu sens qu'ils ont l'habitude. Alors, ils sont pas du tout dans le jugement. Alors, peut-être qu'ils sont dans le jugement, mais en tout cas, ils te le font pas ressentir. Ils sont là pour vivre l'expérience et ça fait vraiment plaisir. Enfin, ils sont là, il y a un vrai partage. Voilà, et après, j'ai fait des dates chambées à Paris. J'ai fait le Gate avec Robin Torchman. Ça s'est hyper bien passé. Les gens étaient comme des oufs. J'ai fait aussi un Mirage il y a 6 mois où c'était canon. Voilà. Évidemment, je vais toujours préférer un endroit où j'ai la plus grande liberté. Mais alors, je joue aussi parfois dans des clubs hyper open parce qu'en fait, musicalement, j'aime de tout. Comme je l'ai dit, j'ai pas de limite dans les styles. Et j'ai joué dans un tout petit club la dernière fois qui s'appelle le Bébé Club, je crois. Et c'était très très drôle parce que les gens, je passais vraiment de tout et de n'importe quoi. Je passais un butch du Fisher Spooner et puis après je vais passer de la musique arabe et puis après je vais passer un track de hip-hop et puis après je vais passer de la musique française, voilà. Et, et voilà, mais encore une fois, c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que c'était lié à l'expérience et à ce que me renvoyaient les gens. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, franchement, le système son, il était éclaté. J'ai joué de tout, n'importe quoi. C'était la première fois, les gens, je les connaissais pas, la team, je les connaissais pas. Mais tu as un truc magique qui se passe, tu sais pas pourquoi. Voilà. Et pourtant, c'est un monde par rapport à Berlin, par exemple, cette expérience-là. Mais je suis ressorti toujours, genre, trop joyeux, trop content. Et voilà, c'est ce que j'essaye, en tout cas, de m'imposer à chaque fois, c'est avoir du plaisir, pas se prendre la tête, être à l'écoute des gens. Et c'est comme ça que tu feras le meilleur taf, je pense. Il n'y a rien de pire, et après, c'est pas de leur faute non plus, mais qu'un DJ stressé, parce que ça se ressent, il sait pas, il va pas capter le mood et puis il va quand tu paniques, voilà, tu fais un petit peu n'importe quoi, mais ça m'est arrivé aussi au début, hein. Mais quand on sent qu'un DJ prend du plaisir, je trouve que tu es obligé d'en prendre aussi. Oui, forcément. Et du coup, justement, qu'est-ce que tu conseillerais à un DJ qui veut se lancer aujourd'hui, qui veut apprendre et qui veut pouvoir commencer à faire ses premiers sets? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ben déjà je lui conseillerais pas de faire comme moi aujourd'hui, parce que bah voilà, comme je disais, aujourd'hui, ça dépend si c'est un DJ qui a envie d'être connu et d'en faire son taf et de percer dans un style, déjà de définir son style musical et d'y aller à fond et de tracer sa route dedans et de persévérer dans ce style-là. Après, c'est juste pour du kiff et mixer comme ça avec des potes. Enfin, je veux dire, il y a zéro conseil. Joue ce que tu as envie, ce qui te fait kiffer, ce qui fait kiffer tes potes. Et puis, mais si c'est vraiment sur un but professionnel, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même important de pouvoir être reconnaissable
voilà, qu'on puisse te définir. Et puis, c'est aussi ça qui va permettre le fait qu'on t'appelle pour demain aller jouer à Tokyo, au Mexique ou n'importe quoi, parce que les mecs savent que tu joues ce style-là, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Enfin, ça correspond aussi à leur vibe. Et voilà, ça va être plus simple. Je pense que ça va être plus simple. Donc tout de suite essayer de trouver une identité et d'essayer de l'affirmer. C'est Ouais, ça alors que tu veux dire. ce qui est pas déjà avant de trouver son identité, faut explorer. Oui, bien sûr. Faut tout écouter, faut diguer à fond, et puis petit à petit, tu vas commencer à te forger tes goûts, ou alors aller vraiment plus loin dans les goûts que tu as déjà. Mais ouais, je pense que c'est ça. Ok. Et puis essayer aussi de pas spécialement jouer les morceaux que tout le monde joue, essayer de diguer un maximum parce que l'originalité fait aussi la différence, et le fait qu'on écoute un DJ qui va pas jouer la même chose que tout le monde mais qui va te faire kiffer, tu vas dire waouh, c'est rafraîchissant aussi. Voilà, c'est ce côté-là un petit peu qui est important, je pense. Ok. Étant donné que tu as eu comme une expérience assez complète en tant que DJ, que tu as tourné, que tu as fait beaucoup de sets, Ouais. est-ce qu'il y a eu une expérience particulièrement marquante, pas forcément récente, mais tout au long de ta carrière, sur un set de DJ dont tu te souviens, qui t'a marqué et dont tu voudrais nous faire part? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Bah, tu peux nous en Il y a raconter eu plusieurs. la première fois que j'ai organisé une soirée, c'est dans un club qui s'appelle qui s'appelle toujours le Rouge Pigalle. Ok. Et c'était il y a, je pense, 10 ans de ça. J'ai organisé une soirée qui s'appelait Palace Revival. En gros, parce que le premier club où je suis sorti, c'était en 96, un truc comme ça. C'était le Palace à l'époque, donc le temple de la house. Et puis, enfin, à l'époque, c'était le temple de la disco. Mais bon, voilà, c'était. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, Ça a changé de nom. c'est devenu un théâtre aujourd'hui. Ah, c'est un théâtre, ok. Et ils ont gardé, il y a Lionel, enfin toute la clique du baron de l'époque, qui l'avait repris pour leur faire le Petit Palace. Et, mais c'était donc c'était le sous-sol du Palace qui est redevenu un club, qui était déjà un club à l'époque, qui s'appelait Kit Kat, et qui est redevenu un club qui a fermé juste après le Covid. Voilà. Mais donc moi, j'étais hyper imprégné par toute cette culture house années 90, des trucs de Armand Van Helden, enfin voilà, plein de DJ Sneak, plein de gars qui m'ont marqué. Et quand j'ai voulu refaire mes soirées, alors la house 90 c'était pas du tout à la mode, mais j'avais envie de faire découvrir ce truc-là aux clubbers, aux amoureux de la nuit, et donc j'ai lancé cette soirée Revival, Palace Revival. Ok. Voilà, et c'était incroyable parce que je m'attendais pas du tout à l'engouement que ça aurait pu susciter, et la soirée était folle, et je me souviens que j'ai eu le smile du début jusqu'à la fin du set en me disant mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, et c'est-à-dire que les gens ne connaissaient pas un morceau, et pourtant c'était fou quoi. Donc c'était une super expérience de DJ, de découverte, de partager avec le public. Le lieu était cool, voilà. Oui. Bon, parce que après je pense que j'ai plein d'autres anecdotes, mais voilà, la première qui me Oui, surtout que vu que tu organisais la soirée, tu mettais En un plus, pied ouais, dans ouais, un autre ouais, ouais. T'as sous-domaine au fait arrêté de la nuit. l'orga de soirée, là, du coup? Ouais, j'ai Enfin, un petit peu arrêté parce que alors j'organisais aussi avec d'autres personnes cette soirée, et c'est vrai que moi je m'occupais plus de la DA, et toute la partie organisation, c'était pas ce qui m'excitait le plus. Faire venir des gens, et puis bon, ce que n'importe quel orga connaît aujourd'hui, faire de la promo et tout ça, c'était moins ma came. Et quand ces personnes-là ont dû arrêter pour diverses raisons, moi aussi j'ai arrêté. Et je me suis concentré sur ce qui me plaisait le plus, c'était le DJing pour le coup. aujourd'hui, est-ce que tu as des objectifs ou des ambitions de tube, de percée internationale, etc. Ou est-ce que tu te mets pas la pression, tu sors tes tracks, tu fais tes sons? C'est quoi ton approche maintenant par rapport à Moi, ça? j'ai qu'une obsession, c'est faire des tracks que je kiffe. Donc, en tant que producteur, c'est de continuer à explorer, d'essayer de repousser un petit peu mes propres limites. Et puis, je veux dire,
clairement, si jamais un tube, on savait comment ça se faisait, bon, il n'y aurait que ça. Donc, évidemment, il y a des choses plus faciles à faire, mais au-delà de la facilité, il y a aussi une question d'époque, de tendance. Aujourd'hui, les tendances changent tout le temps. Donc, si tu veux faire un tube aujourd'hui, faut peut-être faire un morceau méga chelou aujourd'hui. Tu le sors dans 6 mois et ça sera la tendance dans 6 mois, quoi. Donc, je pense que vraiment, le seul truc, c'est rester fidèle à soi-même. Pour reprendre pour une dernière fois l'exemple de Geza, ce mec-là, il a fait de la techno toute sa vie, des morceaux inconnus, enfin vraiment, et des trucs hyper spé. Et pour le coup, il a continué dans sa lancée jusqu'à faire Viol, jusqu'à faire enfin voilà, d'autres morceaux, faire des trucs avec Brodinski. Mais il n'a pas changé de style musical, il a juste persévéré dans son style. Et voilà, aujourd'hui, il fait Coachella, il fait À 17 millions d'auditeurs par mois, c'est... Ouais, donc c'est quand même c'est quand un même monstre. lourd. Mais voilà, donc pour le coup, ce que j'ai appris de ça, c'est que continue dans ce que tu sais faire, continue de te faire kiffer. À un moment donné, ton heure viendra. Et si ça vient pas, Bah, j'aurais aucune. continué à j'aurais toujours kiffé, enfin continué à kiffer à faire de Après, la prod, quoi. Mais on te souhaite que ça. ouais, non, mais évidemment, enfin c'est aussi un but de faire partager. Enfin, quand tu fais un tube, t'es hyper content parce que ton morceau passe partout, t'as une reconnaissance du public, des professionnels et tout ça. Mais aujourd'hui, je fais des morceaux, je sais que ça va pas être le banger de l'année, mais par contre, c'est un morceau qui va hyper bien marcher en club. Et aussi, c'est un morceau qui me fait kiffer à écouter. Mais je suis hyper content. Enfin, donc, voilà. Et on sait jamais quelle prod on va faire demain. Il y a plein de songwriters, il y a plein de mecs qui bossent avec David Guetta, avec des Martin Garrix, c'est ça, qui essayent tous les jours de faire des tubes. Mais c'est pas pour ça qu'on les entend tous les jours. Comme quoi, il n'y a pas de recette parce que ces mecs-là sont dans un système où il faut faire du tube absolument, mais ils en font pas tous les jours. Et pourtant, je pense que ces mecs-là, ils prodent tous les jours. Donc, Et peut-être pour finir le mot de la fin, est-ce que pour toi, tu penses que c'est important aujourd'hui pour un DJ, beatmaker de se former? Et si oui, comment se former pour toi? Comment toi, tu t'es formé au fur et à mesure de ta carrière? Autodidacte complètement? Du coup, j'avais pas YouTube, donc c'est vraiment en mode autodidacte. Et puis, donc j'ai eu la chance de traîner avec cette bande Playpol, Roman, donc de la bande des Daft, du coup, qui nous ont appris plein de tricks de l'époque. Et puis voilà, donc j'ai appris des autres en les voyant bosser. J'aurais pu faire une formation aussi, mais bon, à l'époque, je pense que ça n'existait pas encore. Et puis, je ne savais pas que j'avais envie d'en faire mon métier encore. Donc, voilà. Bon, aujourd'hui, évidemment, je pense que plus tu vas être un producteur aguerri, plus tu vas pouvoir aller là où tu veux, plus que tu as dans la tête, tu vas pouvoir l'accomplir directement. Et c'est le plus important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées, mais qui ne savent pas les concrétiser. Et du coup, c'est hyper bloquant. Donc, vraiment, je conseillerais à tous les producteurs, tous les jeunes producteurs en tout cas, enfin, même les plus âgés, parce qu'il y a des nouveaux trucs qui sortent tout le temps de fou. Enfin, moi, j'en apprends encore tous les jours. De se former, aussi bien dans une école que sur YouTube. Enfin, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre de partout. Ouais, c'est vrai que ça, mais c'est hyper important. Le mot de la fin, une dernière question, Yacine. Comment tu vois l'avenir du DJing sur les prochaines années? Mais écoute, je pense que tant qu'il y aura du club, il y aura des DJ. J'ai l'impression que le clubbing, ça se porte plutôt bien. Je pense que les gens ont toujours envie d'être les uns avec les autres. C'est surtout ça. En fait, un DJ, c'est quelqu'un qui va venir ambiancer ta soirée où tu vas avoir envie de rencontrer du monde. Donc, tant que les gens auront envie de se voir, tant qu'on ne vivra pas dans des bulles, il y aura toujours des clubs et il y aura toujours des DJ. Et je pense que ça a été expérimenté. On peut mettre une playlist dans un resto, dans un bar, dans un club. Il se passe rien. Donc, non, je pense que le DJ a des beaux jours devant lui. Effectivement, et je pense que ça va faire que se démocratiser. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Cobain. Merci à vous. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Ça nous a fait plaisir.
et rendez-vous au prochain épisode.